mes chers concitoyens, et pour beaucoup d'entre vous, mes chers camarades, c'est toi, Bernadette Jaille, que je voulais saluer, Madame le maire, le conseil municipal, avec qui j'ai eu l'honneur de partager ce matin ce petit moment émouvant, auquel je voue une fidélité que les circonstances et les hasards de la vie ont rendue quasi constante, sinon les années où, stupidement, le Parlement européen, qui n'en est pas une bêtise près, est convoqué le 11 novembre pour d'ineptes travaux, au moment où, au contraire, on devrait être tous à réfléchir à ce qui s'est produit pendant ces 4 terribles années de 1914 à 1918. C'était pour moi comme un devoir, puisque c'est le dernier 11 novembre de ce mandat de député que j'accomplis en votre nom. C'était le dernier 11 novembre de ce mandat-ci de Bernadette, qui est une amie. Je lui ai demandé si elle me permettait de m'associer à la cérémonie. Elle m'a dit que oui, et sans plus de façon, me voici. C'est 100 ans après. Quand on regarde ces monuments, peut-être est-ce le fait de l'âge qui est venu sur moi. Je les vois d'un autre œil que lorsque j'étais jeune homme, où l'esprit antimilitariste des années 60, de la fin des années 60, nous faisait un peu regarder de haut ces commémorations. Le temps passant, on regarde autrement ces listes interminables d'hommes qui ont été tués. Et soudain, c'est comme si c'était aujourd'hui. 1 300 000 tués, 500 000 dans l'immédiate après-guerre, presque 2 millions d'hommes. On dit les hommes parce que c'est eux qui pataugeaient dans la boue des tranchées, c'est eux qui souffraient le martyre, qui appelaient leur mère lorsqu'ils étaient blessés et abandonnés. C'est eux qui écrivaient ces lettres poignantes qu'on lit encore aujourd'hui. Mais les femmes, mes chers concitoyens, dont les noms ne sont pas sur les monuments aux morts, elles ne sont évoquées que de loin, cette angoisse permanente du fils qui est parti et qu'on ne reverra peut-être pas. Qu'on ne revoyait souvent pas. 20% des hommes entre 19 et 27 ans ont été tués. 19 et 27 ans. Les enfants, qu'on me pardonne pour ceux de mes concitoyens qui ont 19 ans, sont majeurs et votent. À l'époque, ils ne votaient pas. Les femmes qui portaient sur leur dos tout. La famille à faire vivre, les travaux à accomplir, et l'arrière du front, qu'était le pays immense dont 20% de la population, au final, a été appelée sous les drapeaux. C'était une guerre totale. Leur nom n'est pas là. Les femmes. Quand l'homme courageux, la tête dure, le fils, avait un jour ou l'autre, une fois par panique, une autre fois par peur, une autre fois par raison politique, refusé d'obéir, et que, classé déserteur, il avait été fusillé, séance tenante, dans des jugements dont personne ne discute aujourd'hui qu'ils étaient sommaires et n'avaient rien à voir avec la justice. Ensuite, l'opprobre venait au village. Et c'était à elle de porter ce qui était alors considéré comme une honte, puisqu'on disait, dans les villages, pour terroriser tout le monde, il a déserté, il n'a pas fait son devoir. Et les autres, qui avaient fait leur devoir, approuvaient. Mais j'ai lu et j'ai observé que tout au long de cette terrible histoire, ceux qui ont survécu n'ont jamais accepté que l'on flétrisse ceux qui avaient été fusillés. J'y reviendrai dans un instant. Mais c'est ces souffrances psychologiques, morales autant que physiques que je veux évoquer, et qu'il faut faire avec d'autant plus de force qu'aujourd'hui, souvent, on peut avoir
dans la plus jeune génération, et peut-être dans une opinion que l'on a convenablement conditionnée, finit par croire qu'une guerre n'était pas vraiment une guerre, surtout si elle a lieu chez les autres. Surtout si on peut se la jouer à domicile dans des jeux vidéo. Et qu'on finisse par en être au point de s'étonner qu'un soldat soit tué en Afghanistan, parce qu'il est français. En oubliant que, voilà maintenant, bien des années, qu'on tue tous les jours des centaines de gens sur place. Il faut se rappeler que la guerre est le mal absolu, l'échec total, et qu'elle est toujours le résultat d'un enchaînement de circonstances qu'il faut apprendre à analyser, à comprendre pour pouvoir les repérer lorsqu'elles se répètent dans l'histoire. C'est ce qui, dans la communauté humaine, s'appelle l'expérience. Alors, le souvenir de la victoire de 1918, la joie d'avoir vaincu les empires centraux, la satisfaction de voir l'Alsace et la Lorraine rejoindre la patrie et être libérés de l'oppression allemande ne doivent pas faire que le souvenir de 1914-1918 soit enfoui dans une sorte d'unanimisme sans contenu et qu'en quelque sorte ce soit une anesthésie qui prépare une amnésie générale. On ne se souviendrait de rien. Et l'on irait les uns les autres répétant que l'effort fut magnifique, que la patrie fut unie, ce qui n'est pas vrai. Les hommes obéirent, et ceux qui désobéissaient étaient fusillés. Voilà la vérité. Et pour que la guerre puisse éclater, il a fallu assassiner Jaurès. Car quelques jours seulement avant que la guerre fût déclarée, il y avait à Paris d'immenses manifestations ouvrières. Le 29 juillet, on manifeste à Paris. On manifeste dans plusieurs grandes villes de France, jusqu'au tiers de la population est dans la rue, sous les drapeaux rouges, pour ne pas vouloir de la guerre. Et c'est pourquoi c'est dans le début de la guerre, l'année 1914, que l'on fusille le plus de mutins. Demandez-vous pourquoi. Ceux qui étaient aux armées, ceux qu'on envoyait les premiers au front, étaient ces hommes-là qui avaient manifesté quelques semaines avant et qui portaient en eux intact le discours et les raisonnements de Jean Jaurès et de l'Internationale socialiste, qui était à l'époque la seule organisation du mouvement ouvrier et qui, dans ces circonstances, manifestait une faillite terrifiante. Je dis la seule, peut-être suis injuste, puisque j'oublierai les mouvements anarchistes, bien organisés eux aussi. Mais je ne veux pas, à l'occasion de ces paroles, blesser qui que ce soit. Mon discours est destiné à appeler à la réflexion, à rentrer en soi-même pour faire les repérages utiles. Donc, disais-je, c'est parce que cette population est éduquée, ces militants sont là, qu'on en fusille autant. Car parmi les premiers mutins, il y a ceux qui ne voulaient pas la guerre et en avaient compris l'essence. Ce monde était terrible. On ne le dit jamais. C'est en 1916 qu'on a interdit le travail de nuit des femmes et des enfants. Quand la guerre éclate, il y a à peine 30 ans que l'école est obligatoire. La première manifestation pour la journée de 8 heures a eu lieu en 1906. Et la journée de 8 heures ne sera imposée qu'en 1919, après la guerre. C'était des années de surexploitation. Et ce capitalisme de cette époque, il faut l'appeler par son nom, c'est lui qui a provoqué la guerre. Jean Jaurès a eu la formule indépassable depuis. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est à cette cause profonde qu'est due la guerre. Et nous ne devons pas accepter que d'une façon ou d'une autre, reprenant les propos du président Nicolas Sarkozy, on vienne maintenant, en le citant, accepter l'idée que cette guerre résulterait d'une fatalité. Il n'y a aucune fatalité à la guerre.
Mais il faut y réfléchir, car la paix n'est pas l'état de nature. La paix est une construction politique, dont les conditions doivent être réunies pour qu'elle puisse être durable. Et la guerre aussi est un résultat politique. Ce n'est pas un état de nature. En la circonstance, le capitalisme allait de crise en crise. De 1816 à 1929, la statistique ne permet pas de repérer, en tout cas celle dont je disposais, de repérer jusqu'à la guerre de 1914. Mais il y a 14 crises du capitalisme. Si on s'en tient seulement à ce fait, qu'est-ce qu'une crise? Vous le savez tous. Des chômeurs en nombres innombrables, une surproduction inouïe, qui prévoit d'un côté une production sociale gigantesque et une base de consommation extrêmement étroite. Des marchandises et des richesses comme il n'y en a jamais le reste du temps, et des pauvres comme il n'y en a jamais le reste du temps. Évidemment, c'est le terrain propice à toutes les manipulations. Le système, mécaniquement, va chercher un bouc émissaire et une appellation qui permette de regrouper tout le monde sous la même bannière. Dans l'année 1914, c'est le nationalisme qui permet de regrouper tout le monde sous la même bannière, le patron et l'ouvrier, celui qui va mourir et celui qui va faire mourir les autres. Mais ensuite, le système s'est sophistiqué parce que, à la fin de la guerre, le mot d'ordre que tout le monde partage, que l'on soit de droite ou de gauche, c'est plus jamais ça. Et tous se méfient, à partir de là, des effets terrifiants du nationalisme. On sait qu'on aura beaucoup de mal, s'il le fallait, à ramener les gens au front. C'est alors qu'on a commencé à produire les théories qui permettaient de désigner un bouc émissaire. Pour préparer la guerre suivante, ce fut le juif. L'ennemi de l'intérieur. Si je fais toutes ces références, ce n'est pas pour m'étendre sur quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la responsabilité mécanique du fonctionnement d'un système qui conduit à l'affrontement. Le capitalisme de cette époque est différent de celui de la nôtre. Mais les traits similaires s'observent très facilement. A-t-il cessé d'être régulièrement en crise? Non, il l'est davantage qu'avant. Et dans des conditions de cycle de plus en plus rapprochés. Depuis 1973, il y a eu autant de crises qu'il y en avait eu du début du capitalisme à l'année 29. Depuis 1992, les 3/4 de ces crises ont eu lieu. Les crises du capitalisme s'accélèrent, leur violence s'approfondit. Et les oppositions qu'elles mettent en scène sont sous nos yeux. Sous nos yeux. De même qu'avant l'année terrible de la guerre, on voyait le capitalisme allemand, le capitalisme français se confronter, celui des Anglais, parce que la base sur laquelle se distribuaient et s'échangeaient les marchandises était trop étroite et qu'il fallait sans cesse conquérir de nouveaux marchés, disait-on déjà à l'époque. Savez-vous, mesdames, messieurs, que le niveau d'extraversion de ce modèle économique était tel, les échanges internationaux étaient d'une telle intensité, on l'oublie aujourd'hui, que le niveau d'échange dans le monde des marchandises, qui était celui de 1913, n'a pas été récupéré avant les années 70 du siècle précédent, c'est-à-dire avant 1970. Le niveau des échanges internationaux qui prévalait en 1913 n'a été retrouvé dans le monde que dans les années 70 de ce siècle, du siècle précédent.